Informer et sensibiliser les publics sur l'action du gouvernement dans la mise en œuvre des projets et leur impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà la mission de cette émission Grand Plateau. Nous allons certainement parler de l'impact de financement extérieur sur le social des Congolais. Sur ces plateaux, pour en parler, nous recevons pour vous M. Yves Mafongo, coordonnateur de la cellule de suivi des projets et programmes financés par les bailleurs extérieurs. Bienvenue. Voilà. De l'autre côté, nous avons Dr Dominique Bahabou, IGPDSS. Bienvenue. Merci. Voilà. Nous avons aussi pour terminer M. Deo Sunzu, coordonnateur du projet Prise. Bienvenue. Voilà. Nous avons un film. Nous allons certainement vous le balancer quelques minutes et puis on va revenir pour analyser l'impact du social ou l'impact des financements extérieurs sur le social des Congolais. Avec l'avènement d'une nouvelle gouvernance à la tête du pays en 2019, sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC aspire à améliorer durablement les conditions de vie de ses populations en vue de réduire la pauvreté en RDC. Ainsi, en novembre 2020, grâce à une volonté ferme du gouvernement, un nouveau contrat social a été établi entre l'État et les citoyens à travers le plan d'action du gouvernement qui propose la mise en œuvre des réformes publiques visant la traduction de cette vision en politique publique, c'est-à-dire en actions, mesures et stratégies concrètes destinées à atteindre les objectifs du développement de la nation en résumé. Afin de faciliter la réalisation de ce plan, le ministère des Finances a mobilisé ces 5 dernières années des ressources importantes auprès de différents partenaires techniques et financiers en vue de financer la mise en œuvre des projets et programmes pour une nette amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Au-delà de l'accroissement du portefeuille des projets sur financement extérieur, qui a plus que triplé en passant de 3 milliards de dollars en 2019 à près de 10 milliards de dollars en 2023, la répartition de ces projets par secteur et par province et ETD a été étendue pour atteindre plus de populations longtemps pénalisées par une pauvreté multidimensionnelle et multisectorielle. En plus de mobiliser leurs ressources, le ministère des Finances a mis en chantier plusieurs réformes pour améliorer la performance des projets et programmes sur financement extérieur afin de maximiser les résultats escomptés. Cependant, des contraintes opérationnelles retardent la transformation des ressources mobilisées en un accès amélioré à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, l'éducation de qualité, aux infrastructures routières et numériques en faveur des citoyens congolais. C'est dans ce contexte que la cellule de suivi des projets et programmes, CSPP rénovée, est devenue un acteur clé du suivi de la mise en œuvre des 10 projets et programmes pour le compte du ministère des Finances. Elle vise principalement l'amélioration de la performance des projets et programmes à travers un suivi de proximité. Le portefeuille des projets et programmes suivis par le ministère des Finances comprend plus de 100 opérations reparties en 10 secteurs d'activité et mises en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit des secteurs ci-après: éducation, protection sociale, santé, gouvernance, infrastructure, agriculture, commerce extérieur, entrepreneuriat, environnement et changement climatique. Les résultats obtenus et les progrès réalisés par certains de ces projets et programmes méritent d'être portés à la connaissance des populations congolaises. Éducation. Ce secteur a bénéficié d'importants financements qui ont permis d'améliorer l'accès des enfants issus des familles pauvres à la scolarité primaire et d'augmenter la qualité de l'enseignement d'une manière générale, ainsi que de renforcer les systèmes centraux de l'éducation et de la gouvernance au niveau national. En effet, à travers la mise en œuvre de plusieurs projets à impact direct et visible sur l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, des actions ci-après ont été réalisées. La mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire public à travers la suppression des frais scolaires pesant sur les ménages des plus démunis, facilitant ainsi la réinsertion de plus de 4 millions d'enfants en âge scolaire dans le système d'enseignement primaire. Le nettoyage du fichier de paie des enseignants du primaire, la mise en place d'un numéro vert pour lutter contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel en milieu scolaire. La mise en place d'un système de recrutement des enseignants et des directeurs d'écoles primaires basé sur le mérite. La réhabilitation et l'équipement de 60 écoles dans les provinces du Bandundu, Olomami et Maniema.
la réhabilitation, la construction et la modernisation des écoles de référence telles que l'Athénée royal de Kananga, etc. Ces financements ont également permis à 10 millions d'élèves scolarisés dans l'enseignement primaire de bénéficier de manuels scolaires sur l'ensemble du pays. 3 millions d'élèves de bénéficier d'un meilleur enseignement grâce à la formation d'inspecteurs, de chefs d'établissement et d'enseignants. 64 500 enseignants de première et deuxième de bénéficier de la formation en lecture et 1200 enseignants formés dans le système d'EPE réformé. Santé. Le secteur de la santé en RDC a longtemps souffert d'une carence en infrastructures et en médicaments essentiels de qualité. Les financements affectés au secteur de la santé ont sensiblement contribué à l'amélioration du secteur à travers la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures sanitaires, la dotation en équipements médicaux selon une approche standardisée, ainsi qu'une suppression des frais liés aux accouchements des femmes sur toute l'étendue du territoire national. Plus spécifiquement, 900 000 femmes ont bénéficié d'accouchements gratuits, 60 centres de santé ont été réhabilités et équipés dans les provinces du Bandundu, Olomami et Maniema. 59 hôpitaux du pays ont reçu des équipements médicaux et médicaments pour une valeur de 30 millions de dollars américains. Des millions de doses de vaccins J&J d'une valeur de 10 millions de dollars américains ont été octroyées à la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. 404 000 femmes ont bénéficié des soins prénatals gratuits. Plus de 1,5 million d'enfants ont bénéficié de traitements gratuits contre la malnutrition dans la province du Kasaï central. Énergie. Le volet énergie du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, électrification par système solaire de bâtiments publics et centres de santé et d'enseignement et implantation de points d'éclairage public. Électrification du site de l'Université de Kinshasa par système solaire photovoltaïque. Protection de postes et sous-stations SNEL contre les inondations et les érosions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le premier module sur 3 au complexe industriel de l'Ozone afin d'améliorer la desserte en eau potable au niveau de la ville de Kinshasa, avec une capacité totale de production de 330 000 m3 par jour, offrant ainsi l'accès à l'eau potable à plus de 2 millions de personnes à Kinshasa. Les bénéficiaires se réjouissent d'une eau qui coule désormais avec une forte pression dans des zones qui connaissaient une difficulté jusqu'alors. L'offre à terme sera de 650 000 m3 pour une large couverture. Lorsqu'on sait qu'en RDC, seulement 45% de la population a accès à l'eau potable, l'objectif de 80% en milieu urbain et 60% en milieu rural à l'objectif 2030 est en marche. Entrepreneuriat. Initié par l'État congolais, mis en œuvre en 2019, le projet vise une augmentation des revenus du secteur privé en RDC, dominé par des micro et petites entreprises. Un coup de pouce à l'entrepreneuriat, destiné à appuyer le potentiel de croissance des entreprises privées en RDC, pour impacter et créer de la valeur dans l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'autonomisation des centaines de milliers d'entrepreneurs. Depuis son initiative, 430 PME ont bénéficié à ce jour d'un accompagnement complet et plus de 960 jeunes ont reçu le même accompagnement. Tandis que 1600 jeunes ont, par la suite, été initiés à l'entrepreneuriat parce que le projet met un accent particulier sur la candidature des femmes. 7720 femmes, micro-entrepreneurs, ont été formées à l'initiative personnelle dans le but de leur permettre d'élaborer des plans d'affaires simplifiés et ont bénéficié des équipements de production. La République démocratique du Congo a désormais mis le cap vers un développement certain et les finances publiques n'ont jamais été aussi bien suivies. Le ministère des Finances garantit au gouvernement, aux bailleurs de fonds, aux exécutants et aux bénéficiaires une allocation et une gestion pertinente, appropriée et optimale des ressources financières pour les projets et les programmes en faveur du développement économique et social en République démocratique du Congo. Voilà, vous venez tous de suivre
la vidéo, c'est qu'a été les financements extérieurs, mais nous allons certainement essayer de décrypter ce qu'a été ce film avec Monsieur Yves Mafongo. Vous êtes coordonnateur adjoint de la cellule de suivi des projets et programmes financés par les bailleurs extérieurs. Alors, on aimerait quand même savoir le rôle que votre structure a joué dans la mobilisation des ressources extérieures. Merci, monsieur le journaliste, pour la question, mais aussi l'invitation. Effectivement, la CSPP est un service technique du ministère des Finances, créé en 2011. Mais compte tenu de cet enjeu d'accroissement des ressources ces 3 dernières années, la CSPP a fait l'objet d'une restructuration. Une restructuration avec pour objectif, en effet, d'adapter le dispositif d'appropriation des projets financés par ressources extérieures aux enjeux et aux priorités structurelles du gouvernement. Et donc, dans cet ADN, la CSPP assure, en effet, à la fois au gouvernement, mais aussi aux partenaires techniques et financiers, comme étant, je l'ai dit, un service à équidistance de ces 2 partenaires. Elle assure une gestion, mais aussi une allocation pertinente, optimale et appropriée des financements extérieurs mobilisés par le ministère des Finances et destinés, en effet, aux projets et programmes pour le développement économique ou appuyer le développement économique de la RDC. Et ce rôle, en effet, est éclaté tout au long du cycle de projet, notamment en partant de la réception des financements ou même leur initiation, en passant par la phase d'exécution jusqu'à la phase après exécution. Donc voilà un peu de mots le rôle de la CSPP. Parce que là, tout à l'heure, vous venez de parler des fonds mobilisés. Est-ce qu'on peut savoir l'estimation? À combien peut-on estimer les fonds mobilisés? Alors, il faut d'abord dire que la coopération internationale financière, qui constitue le véhicule par lequel les fonds sont mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers, a connu ou constitue d'abord et avant tout un des leviers essentiels pour le financement du développement, bien entendu en appuyant les efforts au niveau national dans la mobilisation des ressources internes. Alors, donc, à l'issue de ce processus de mobilisation des ressources, ce qui se passe, c'est que depuis 2020, le constat il est clair, les ressources financières mobilisées qui étaient chiffrées autour de 3 milliards ont dépassé la barre des 10 milliards. Et c'est là, bien entendu, grâce à des efforts qui ont été réalisés, notamment, comme je l'ai dit, en restructurant le rôle de la CSPP, mais aussi et surtout auprès des partenaires financiers de la RDC, qui sont notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BADEA, qui est la Banque africaine pour le développement économique de l'Afrique, l'Agence pour le développement international du Fonds de l'OPEC, mais aussi les partenaires bilatéraux tels que l'Agence française de développement et la KfW. Voilà. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, nous avons de côté Dr Babo et aussi M. Deo Souzou. On aimerait quand même savoir, vous pouvez quand même nous donner certains exemples, comment ces ressources mobilisées contribuent certainement à l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Là, je commence avec le docteur Dominique. Oui, merci beaucoup pour la question. Comme il a été dit, de plus en plus, il y a des ressources qui ont été mobilisées pour différents secteurs, et cela pour améliorer le bien-être de la population. Et en ce qui concerne le domaine de la santé, déjà à partir de 2016 à ce jour, il y a plus d'1,6 milliard de dollars. 1 milliard. 1,6 milliard de dollars qui ont été mobilisés pour le secteur. Et ces ressources qui ont été mobilisées, bien évidemment, ont été investies sur les priorités du secteur. Et comme vous pouvez le savoir, dans le domaine de la santé, il y a 2 aspects principaux. Il y a d'abord l'offre de services. Et de l'autre côté, il y a l'accès aux services. Et donc, nous travaillons sur les 2 axes. Quand je parle de l'offre de services, c'est tout ce que nous devons mettre comme ressources dans les secteurs pour que les soins de santé ou les services de santé soient disponibles. Et donc, dans ce cadre de l'offre de services, nous avons bien évidemment investi en ce qui concerne les infrastructures. Il y a
Actuellement, on est en train d'aller vers plus de 400 établissements de soins qui ont été réhabilités et construits. Ça sera bientôt, je crois, plus de 3000 établissements de soins qui vont bénéficier d'un équipement de base. Il y a bien évidemment les médicaments et au-delà de tout ça, c'est aussi l'investissement dans les ressources humaines. Donc, ça, ce n'est que pour les aspects d'établissement de soins classiques, mais au-delà, nous travaillons aussi beaucoup dans les domaines des laboratoires. Et c'est beaucoup plus pour la lutte contre les maladies. Vous savez, lorsqu'il y a surtout que vous êtes docteur. Hein, voilà. Quand une épidémie survient, tout de suite, la question qui se pose, comment on pose les diagnostics? Et souvent, dans notre pays, on a eu ce genre de problèmes. Grâce à ces financements, il y a un réseau de laboratoires qui est mis en place et ça permet aujourd'hui, s'il y a un phénomène épidémique qui se déclare, on peut, avec les moyens de bord, poser les diagnostics et ainsi organiser la réponse très rapidement. Nous devons également signaler que c'est grâce à ces financements-là que le pays a tant soit peu riposté à l'épidémie de la Covid-19. Comme ça a été montré dans les petits films, plus de 10 millions de doses de vaccins dont a bénéficié la population congolaise ont été achetées grâce à ces financements-là. Et même lorsqu'il était question de prendre en charge les cas de Covid, c'est encore une fois grâce à ces financements que beaucoup de malades ont bénéficié de soins. Et il y a un élément important à signaler, c'est que lorsque l'épidémie de la Covid-19 avait commencé, sur toute l'étendue du pays, il n'y avait aucune structure qui produisait de l'oxygène. Vous le savez probablement, l'oxygène médical a été un élément essentiel pour la prise en charge des malades. Et aujourd'hui, avec ces financements, il y a plus de 20 unités de production d'oxygène qui sont étendues, installées sur toute l'étendue du pays. Alors, j'ai parlé de l'offre, c'est tout ce qu'on a mis en place comme dispositif pour offrir les soins, mais de l'autre côté, on a travaillé aussi sur les aspects d'accès. Les soins peuvent être là, mais si on n'a pas les moyens, on n'accède pas. Et grâce à ces projets, il y a eu de subventionnements de soins qui ont permis, déjà, on a parlé tout à l'heure des accouchements gratuits, presque 1 million de femmes qui ont bénéficié de soins gratuits pour les accouchements et pour les soins aux nouveau-nés. Mais au-delà de ça, c'est un processus qui continue. Et de l'autre côté, la population générale a également bénéficié de facilités d'accès aux soins par le subventionnement qui a réduit les tarifs des soins. Donc, de manière générale, ces investissements ont impacté, je dirais de manière directe, plus de 50 millions de personnes, mais au-delà, c'est toute la population parce que nous travaillons, je disais, sur les épidémies. De 50 millions de personnes? Tout à fait. Vous avez bien évalué ou ça c'est juste nous avons bien évalué parce que nous avons au niveau du secteur de la santé 4 projets actifs. Et pour les 4 projets actifs, nous sommes presque dans 20 provinces 20. Aujourd'hui. 20 sur 26. Voilà. Et donc si on prend les types d'interventions que nous faisons et les bénéficiaires, on a plus de 50 millions, j'ai dit, qui sont impactés de manière directe. Mais au-delà, c'est pratiquement toute la population. J'ai donné l'exemple des usines de fabrication, de production d'oxygène qui sont là. D'une manière ou d'une autre, peut-être immédiatement on n'en profite pas, mais s'il arrivait qu'on a un cas un problème de santé, facilement on peut accéder au service et avoir accès à l'oxygène parce que nous avons installé. Et peut-être pour terminer, l'élément important aussi, c'est de signaler que grâce à ces projets-là, nous avons amélioré toute la chaîne de froid dans le cadre de la vaccination. Donc, avant que certains investissements soient faits avec ces financements, la couverture en chaîne de froid, la chaîne de froid, c'est tous ces dispositifs qui permettent le transport des vaccins pour les enfants. On était autour de 65% de couverture, mais actuellement, avec les investissements que nous avons faits, nous sommes autour de 95% de couverture en chaîne de froid. Donc, de manière un peu résumée, voilà quelques investissements qui ont été faits et les impacts qu'on peut noter sur la population. Voilà, investissement, projet, effectivement. Alors, quels sont les défis relevés à ce jour dans la mise en œuvre de ce projet? Monsieur Déo, vous êtes coordonnateur du projet PRISE. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme défi, je voudrais d'abord ici
dire un mot sur le fait, sur le fonds mobilisé par le gouvernement. Aujourd'hui, au travers du ministère des Finances, via la CSPP qui a été restructurée et qui a plus aussi apporté du dynamisme dans ce qui est notamment des gestions de ce fonds et pour essayer de pousser un peu le projet à apporter notamment plus d'impact au niveau de la population. Alors, au niveau du projet PRISE, les fonds qui ont été mobilisés par le gouvernement, donc via le ministère des Finances, a beaucoup plus eu de l'impact en milieu rural. Il faut dire que le projet PRISE, qui veut tout simplement dire un projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base, qui dans sa première phase était beaucoup plus focalisé dans la zone centre de la RDC, notamment les Grands Kasaï, par les 5 premières provinces qui ont été désignées comme provinces pilotes, à savoir les Kasaï orientales, la province de Lomami, les Sankourou et aussi la province du Kasaï tout court, donc vers Chikapa. Qu'est-ce qu'a fait le projet PRISE dans cette zone-là? Le projet PRISE a eu à construire des écoles équipées, les addictions en eau potable via le mini-réseau et des châteaux d'eau avec de bonnes fontaines et de branchements particuliers. Mais comme je l'ai dit en mon introduction en disant que c'est beaucoup plus un milieu rural, mais il y a eu aussi un volet urbain d'intervention, notamment en appui à la Régie des eaux. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Mbujimayi, le projet PRISE a installé près de la moitié des réseaux dans la ville de Mbujimayi et par la construction de 2 grands châteaux d'eau qui sont les premiers, je dirais, en Afrique subsaharienne aujourd'hui, d'une capacité moyenne de 1420 mètres cubes. Donc x2, vous êtes à 2800 mètres cubes et à la réhabilitation de notre château d'eau de 1600 mètres cubes. Ce qui fait que avec ces interventions au niveau urbain, avec d'autres travaux d'extension bien sûr qui sont en cours pour les zones hautes au niveau de la ville de Mbujimayi, notamment la ville de Miba, l'aéroport. Donc là, ce sont des projets phares. Ce sont des projets qui sont réalisés. Aujourd'hui, qui sont vérifiables au niveau de la ville de Mbujimayi. Donc ça, ce sont les impacts. Vous savez, Mbujimayi, à un moment donné, on a parlé de phénomène bidon jaune. Je crois que le projet PRISE a su diminuer de manière vraiment conséquente ces phénomènes. Il n'y a pas que ça. Vous savez, notre prédilection, c'est plus en milieu rural, où il y a eu des centres de santé qui ont été construits, bien sûr dans le domaine des santé. Le volet genre, il y a eu le centre multifonctionnel genre. Mais le projet PRISE a eu à réaliser beaucoup d'autres interventions, notamment les travaux de la lutte anti-érosive au niveau de la ville de Chikapa. Cette voirie, je dirais, elle tient jusqu'aujourd'hui parce que j'ai toujours voulu faire cette petite blague-là en répondant, bien sûr, je sais que les journalistes aiment bien poser cette question. La ville de Chikapa aujourd'hui, si elle tient, il faut le dire, c'est grâce au projet PRISE. Alors, comme impact, l'intervention dans sa première phase, notamment, le projet PRISE a touché près de 3 millions de populations dans la zone concernée. Et aujourd'hui, comme impact encore grâce aux efforts du gouvernement, via le gouverneur pays, notamment le ministre des Finances, et aujourd'hui avec la CSPP qui essaie de suivre, il y a les autres provinces, vu les impacts notamment de la première phase du projet PRISE, 5 autres provinces ont été rajoutées, à savoir les Grands Bandundu, donc qui a été réparti en 3 provinces, donc Kouilou, Goma, Indombe. Il y a la province du Maniema aussi et ensuite la province de Olomami. Toujours par les mêmes ouvrages, puisqu'il faut dire une chose, que ces zones, dans les temps, je vais peut-être rajouter ce que mon prédécesseur venait de dire. Pourquoi ces interventions? C'est parce que ce sont des zones qui, dans son temps, ont présenté des taux faibles à la santé, à l'éducation et aussi à l'assainissement. Donc je parlais des ouvrages d'adduction d'eau potable, mais j'ai omis de vous parler des ouvrages d'assainissement, c'est-à-dire de la construction des latrines. Il y a eu plus de 505 latrines qui ont été construites dans les Grands Kasaï. Donc c'est quand même quelque chose aussi d'important qu'il faudrait signaler ici comme impact. Donc voilà un peu de manière... Pourquoi Grand Kasaï et Chikapa alors qu'il y a d'autres provinces Pourquoi vous avez voulu seulement... Oui, pourquoi les Grands Kasaï? Donc je venais de le dire, c'est la zone... Les Grands Kasaï est composé de 5 provinces. Donc ce sont ces 5 provinces
qui ont bénéficié de la première phase du projet PRISE. Et pourquoi seulement les Grands Kasaï? Parce que c'est une zone, dont je venais de dire, qui a présenté de faibles taux à l'éducation, à l'assainissement, à l'accès à l'eau potable. Et pour faciliter ces interventions et des mécanismes, notamment techniques, qui ont été retenus via les évaluations, via les études que nous avions menées à son temps, il fallait rapidement, le gouvernement a proposé des interventions rapides, notamment par des mini-réseaux. Ces mini-réseaux, vous allez voir que c'est composé des châteaux d'eau dont les bornes s'étalent sur la plus grande distance de 17 km. La moyenne distance, c'est 5 km, avec des réservoirs de capacité allant de 30 à 200 mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, nous avons généralisé le fonctionnement de tous ces mini-réseaux par l'énergie voltaïque, vu la difficulté et l'accès de la zone aussi. Alors, les défis les défis majeurs, c'est l'accès d'abord. L'accès, vous savez, travailler en milieu rural, les routes n'existent quasiment pas. Bien, c'est vrai, il y a les entretiens de routes qui suivent, mais la population, il faut aller à la rencontre de cette population. Et pour y accéder dans ces zones, je vous dis, notamment les Sankourou, des fois, il faut, pour un projet de 9 mois, vous le faites en 15 mois. C'est ça le vrai problème. Bon, les défis logistiques, donc d'une manière générale, c'est ce qui constitue plus un défi dans la zone d'intervention du projet. Mais à côté de ça, nous avons développé des mécanismes, nous avons développé des méthodes, vu l'expérience de la zone, qui nous permet aujourd'hui d'atteindre les objectifs dans les délais impartis. Voilà, docteur Dominique, est-ce qu'aujourd'hui, la population s'est appropriée de toutes les réalisations de ce projet? Oui, on peut dire que dans une certaine mesure, il y a appropriation parce que la manière dont le système de santé est organisé, les établissements de soins que nous avons au niveau de la base sont co-gérés avec la communauté. Et donc, toutes les interventions que nous faisons au niveau des communautés, nous tenons à ce que la population soit bien informée et cette manière de communiquer permet à ce que la population, dès le départ, est impliquée au fil du temps, s'approprie de tout ce que nous faisons. Par exemple, dans le domaine des infrastructures, nous avons veillé à ce que tous les travaux qui se font en périphérie soient réalisés dans la mesure du possible par des entreprises locales, par la population locale qui, selon l'expertise, peut aussi contribuer à la réalisation. Et donc, de manière générale, il y a quand même une appropriation. Voilà. Alors, la cellule, je reviens à la cellule de suivi des projets et programmes financés par les bailleurs de fonds. On aimerait un peu savoir qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la mise en œuvre de tout le projet et financé par les bailleurs de fonds en République démocratique du Congo. En effet, la leçon à tirer, elle est à plusieurs niveaux, à plusieurs égards. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que le plus grand défi aujourd'hui, c'est de progresser. On est en train de progresser vers l'absorption des financements extérieurs. C'est le plus grand défi aujourd'hui. La progression, elle est là. Et la dynamique doit être maintenue. Et entre autres comme défi, c'est la nécessité, ou peut-être enseignement à tirer, c'est la nécessité, en effet, de maintenir un dialogue. Le dialogue permanent entre notamment le gouvernement, la partie nationale et les bailleurs. Parce que grâce à ce dialogue, à la fois toutes les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de projets peuvent être discutées, mais aussi de l'autre côté, les procédures qui doivent rester adaptées aux particularités ou à la réalité de la RDC peut être prises en compte. Dans le cadre de ce dialogue, il y a également un élément essentiel qui est celui, en effet, de rapprocher davantage la planification des projets par rapport aux priorités structurelles du pays. Parce que sans cet alignement, en effet, les résultats ou les impacts qui sont proposés, qui ont été présentés tout à l'heure par les deux coordonnateurs de projet, ne sera pas palpable. Donc il faut absolument que cet alignement soit rassuré. Et donc le ministère des Finances, qui assure le gouverneur pays auprès des institutions financières internationales à travers la CSPP, continue à travailler d'arrache-pied en effet pour
garantir à ce que cet effort qui est maintenu pour améliorer le taux d'absorption du pays soit continuel et optimal. Voilà, merci beaucoup. Merci au docteur Dominique Bahabo, IG PDSS. Merci monsieur Yves Mafongo, coordinateur adjoint de la cellule, et aussi merci à monsieur Deo Sunzu, coordinateur du projet Prise. Merci monsieur. Merci à vous fidèles téléspectateurs, vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.